Bonjour, je ne sais pas si avec mon collègue de l'EGTB, on va dire des choses très différentes d'ailleurs, parce que je pense que la problématique et la thématique d'aujourd'hui sont des thématiques sur lesquelles on porte un regard qui est sensiblement le même, et j'espère qu'au minimum on arrivera à être dans nos interventions complémentaires. C'est vrai que le sujet que vous avez choisi, sur lequel vous avez choisi de réfléchir aujourd'hui, il situe finalement bien dans une ligne du temps, puisqu'on est, nous en tous les cas, comme partenaires sociaux, comme organisation syndicale, on est à la veille, dans les prémices en tous les cas, d'une négociation d'un accord interprofessionnel. Et on sait qu'un accord interprofessionnel, c'est aussi une question, c'est d'abord une question de redistribution de richesses, et la question salariale est un élément important dans chaque accord, en tous les cas, qui prend un temps important dans les négociations et dans les difficiles discussions que nous pouvons avoir. Maintenant, il faut savoir qu'on est, vous voyez, on est dans un contexte, dans un climat qui est loin d'être évident, un climat d'ailleurs assez surréaliste, quand on voit qu'une partie du patronat, dans les jours qui viennent de se passer, une partie du patronat flamand, en tous les cas, et notamment des gens du VOCA, considèrent que nous avons un gouvernement qui est un gouvernement marxiste avec un Premier ministre néo-communiste. On croit rêver, mais même si c'est surréaliste, c'est quand même pas quelque chose qui est anodin, parce que les uns et les autres ici, on est convaincus qu'on n'est pas avec un gouvernement digne de la Corée du Nord aujourd'hui. N'empêche que ce type d'opération, dans le moment où nous sommes, ont pour objet de bouger le curseur droite-gauche en quelque sorte et de faire en sorte que des idées très à droite deviennent beaucoup plus au centre de l'échiquier, beaucoup plus fréquentables en quelque sorte. Alors si on regarde ce qui se passe du côté européen, mais j'imagine que Robin Janssen tout à l'heure a pu montrer à quel point les salaires, la part salariale, étaient mises sous pression aujourd'hui par les politiques européennes. D'ailleurs, c'est vrai que la question salariale est mise sous pression tant au niveau fédéral qu'au niveau européen et même au niveau international. Et j'imagine que vous avez vu tantôt à quel point la part relative du salaire dans le PIB décline tant chez nous qu'autre part. Ce qui est important pour nous, en tous les cas comme organisation syndicale, c'est de voir comment, dans ce type de situation, dans ce type de débat, on peut avoir une réponse collective, on peut avoir une réponse syndicale qui nous permet de peser réellement et de modifier le rapport de force dans ce qui peut permettre ou qui doit permettre une répartition plus égalitaire des produits de la prospérité, des produits de la croissance. Et cette capacité de peser dans le rapport de force, elle dépend effectivement des organisations syndicales, de leur volonté, de leur capacité, mais aussi de l'espace qui est laissé aux négociations collectives, de l'espace qui est laissé à la liberté syndicale. Et aujourd'hui, on constate qu'un peu partout en Europe, cet espace se réduit. Les politiques, ce qu'on appelle la gouvernance économique européenne aujourd'hui, a des impacts importants sur la liberté syndicale, sur la capacité d'action des organisations syndicales. Je reviendrai un peu après, mais je pense que notre capacité de négociation, notre système de concertation, comme on le connaît en Belgique, c'est un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui a montré quand même une capacité de fonctionner, de permettre en tous les cas un mieux-être et un certain développement économique et social. Et il est basé sur une concertation centralisée avec un tempo qui est le même tempo à chaque fois, tous les 2 ans, la négociation d'un accord interprofessionnel qui permet de mettre les balises pour la négociation dans les secteurs et puis dans les entreprises. Mais on voit que ce système aujourd'hui est profondément attaqué et beaucoup au niveau patronal ou au niveau de la droite considèrent qu'il faut arrêter d'avoir cette concertation centralisée pour en revenir à une concertation qu'ils disent beaucoup plus adaptée à la réalité de la vie économique qui se situe essentiellement sur le terrain de l'entreprise et donc qui ne permet plus d'avoir et de construire les solidarités et les cohésions que nous essayons de travailler au travers de ce type d'accord interprofessionnel.
Je parlais tout à l'heure de la liberté syndicale et de ce qui se passe et de la façon dont elle est percutée par les politiques européennes d'aujourd'hui. J'étais la semaine dernière en réunion avec des collègues syndicalistes espagnols, grecs, irlandais et portugais. Eh bien, on voit là de façon très très claire à quel point l'espace de négociation, l'espace qui est légal, qui est laissé à la capacité d'avoir des négociations collectives, la remise en cause par le pouvoir politique et par les dictats, soit de la Commission, soit de la Troïka pour les pays qui sont sous Troïka, eh bien, la remise en cause des conventions qui ont été négociées par les partenaires sociaux. Et on attaque même les organisations syndicales dans leur capacité même de fonctionnement. Hein. Deux petits exemples. Aujourd'hui, hier, il y a une bonne semaine, une des décisions du gouvernement espagnol pour rentrer un petit peu dans les balises en termes économiques a été de dire, eh bien, il y a une série de détachés de la fonction publique qui ne sont plus travailleurs effectifs de la fonction publique, donc on va les ramener dans leur fonction originelle. Mais ça veut dire quoi pour des organisations syndicales comme les organisations syndicales espagnoles, Comisiones et UGT? Eh bien, ça veut dire que près de 900 permanents syndicaux, demain, vont quitter leurs fonctions de permanents syndicaux pour revenir dans leurs fonctions dans le service public au départ. Mais ça décapite complètement un fonctionnement, la capacité de fonctionnement d'une organisation syndicale. Un deuxième exemple, aujourd'hui en Irlande, et on sait à quel point les Irlandais, parce que souvent on regarde l'Europe entre pays du Sud et pays du Nord, on oublie que l'Irlande n'est pas vraiment, à ce que je sache, un pays du Sud et qui vit sous des contraintes qui sont des contraintes terribles aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, la Troïka en Irlande pointe une série d'éléments qui sont des éléments qui empêchent une évolution positive, selon eux, en termes de sortie de la situation économique difficile qu'ils vivent en Irlande. Et il y a un premier élément qui pointe, c'est alentour de déséquilibre dans la balance des paiements, mais le deuxième élément que la Troïka met en évidence, c'est de dire on ne sait pas s'en sortir en Irlande tant qu'on a des organisations syndicales qui ont un tel niveau de représentativité. C'est quand même un peu fou. D'ailleurs, on voit à quel point on utilise aujourd'hui une situation économique, non pas pour résoudre le problème économique, mais pour en profiter en quelque sorte de garder l'avantage en cassant ce qui permet dans la société une régulation, ce qui permet d'avoir des forces d'opposition. Alors aujourd'hui, la situation dans laquelle les organisations syndicales sont, c'est clairement d'avoir d'une part les uns et les autres des difficultés pour réagir sur le plan national. Et si on regarde aujourd'hui la Belgique, comment elle se situe par rapport aux autres, en termes relatifs, je pense qu'on est dans une situation qui est nettement plus intéressante que dans d'autres pays, c'est-à-dire que les outils de concertation peuvent continuer à fonctionner, même si c'est difficile, qu'en termes salarial, heureusement, parce qu'on conserve un système d'indexation automatique des salaires, mais on voit à quel point il continue à être mis sous pression et que ça nous permet de garder quand même une certaine évolution salariale, avec des décrochages importants, mais des décrochages se situant beaucoup plus au niveau de celles et ceux qui malheureusement n'ont plus de boulot. Et la discussion qu'on a aujourd'hui sur l'adaptation des allocations sociales au bien-être est cruciale en la matière, parce qu'on voit là qu'il y a un décalage et un écart de plus en plus grand qui se fait. Mais la réaction syndicale par rapport à cette difficulté de construction d'un autre rapport salarial, inévitablement, elle devra se situer beaucoup plus demain, même aujourd'hui, encore plus demain, sur le terrain européen. Et c'est un enjeu important pour la Confédération européenne des syndicats, enjeu important, mais sur lequel il est clair qu'il n'est pas facile aujourd'hui pour la Confédération européenne d'avoir un discours fort, d'avoir une capacité forte de mobilisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas se raconter des blagues entre nous. Aujourd'hui, la cohésion du syndicalisme européen est quelque chose qu'il faut construire, mais qui n'est pas évident à attendre, tant les pays du Nord, du Centre, du Sud vivent des situations différentes. D'où l'importance dans nos débats, d'ailleurs, d'avoir un maximum de débats avec les amis des syndicats allemands, parce que c'est probablement là que les éléments qui peuvent faire bouger le rapport de force actuel peuvent se passer. Le jour où il y a des évolutions positives qui se font, le jour où les syndicats allemands ou le DGB va avoir des positions plus en pointe, eh bien je pense que ça permettra de débloquer des choses sur la capacité de mobilisation du syndicalisme
européen. Dernière chose que je voudrais dire, pour laisser encore un peu de temps après, en la matière, c'est que la gouvernance économique aujourd'hui, comme on est en train de nous l'imposer, et comme syndicalistes, nous avons toujours dit qu'il fallait une gouvernance économique, que c'était une aberration d'avoir une monnaie sans avoir une politique réellement commune, sans avoir une gouvernance économique. Mais aujourd'hui, la gouvernance économique telle qu'on nous l'impose est une gouvernance tout à fait particulière, est une gouvernance qui est une gouvernance purement de type néolibéral, qui ne correspond absolument pas à ce que nous voulons. Et dans les politiques qui sont menées aujourd'hui, soit par la Troïka, par la Commission, on voit à quel point on est en train de dépasser des frontières, on est en train de dépasser des marges. Demain, l'OIT devra certainement, elle a déjà fait des recommandations et des remarques, condamner une série de pays européens parce qu'ils ne respectent plus des règles élémentaires qui sont celles des conventions de base de l'Organisation internationale du travail. D'où l'importance pour nous aussi comme syndicalistes d'avoir sur notre intervention par rapport au rapport salarial, mais aussi par rapport à la situation de la concertation et des organisations syndicales, une action forte au niveau d'instances comme l'Organisation internationale du travail. Dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, de façon très, très brève et un peu caricaturale, mais je pense qu'il n'y a pas besoin entre nous d'aller dans les détails. C'est que dans la conflictualité qui augmente aujourd'hui alentour de ces enjeux-là, conflictualité qu'on trouve dans les tensions que nous avons entre interlocuteurs sociaux aujourd'hui alentour d'un futur accord interprofessionnel, il y a un élément déterminant. Nous n'analysons pas de la même façon la crise dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il y a fondamentalement deux types de regards par rapport à ce qui a provoqué la crise dans laquelle nous sommes. Clairement, le monde patronal, la droite, le monde néolibéral considère que nous sommes dans une crise de la dette. Une crise de la dette, ça veut dire que les réponses doivent être de supprimer la dette avec des programmes d'austérité, des politiques d'austérité comme on les connaît aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. La crise que nous connaissons aujourd'hui, elle prend ses racines dans un problème qui se situe pleinement au niveau du rapport salarial. Ce n'est pas un hasard si le premier élément constitutif de cette crise, c'est la crise des subprimes aux États-Unis. Pourquoi il y a eu une crise des subprimes aux États-Unis? C'est parce que simplement, on était dans un pays où il n'était pas possible, pas admissible en quelque sorte, d'avoir une évolution positive des salaires. Et quand on voit justement aux États-Unis le différentiel qu'il y a dans le PIB et la perte de place dans le PIB des revenus liés au travail, c'est quelque chose qui est tout à fait éclairant. Et comme on ne savait pas, comme on ne voulait pas augmenter les salaires, comme en parallèle, on ne voulait pas avoir un système de sécurité sociale qui protège les revenus des gens, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait fonctionner la machine, tourner le moteur économique au travers de l'emprunt, au travers de l'endettement. Et ça a créé une crise. Et donc, quand je dis ça, c'est simplement pour dire, ne nous trompons pas sur l'analyse de la situation dans laquelle nous sommes, parce que si on se trompe sur l'analyse de la situation dans laquelle nous sommes, on se trompe fondamentalement sur les solutions qui peuvent y être apportées. Et en résumé, ça veut dire clairement, par cette démonstration, certes un tout petit peu caricaturale, qu'aujourd'hui, il nous faut absolument lutter contre cette politique d'austérité et reconstruire, en tous les cas, une capacité de croissance au travers de l'emploi et au travers des revenus des gens. Ce n'est pas en cassant l'emploi, ce n'est pas en cassant les revenus des gens, qu'ils soient travailleurs actifs ou qu'ils soient locataires sociaux, qu'on arrivera à sortir de la situation dans laquelle on est, que du contraire, en faisant cela, on produit une accélération, une intensification, j'arriverai, des difficultés dans lesquelles nous sommes, et en plus, ces difficultés continuent à se développer, à s'accroître d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, et peut-être encore plus grave, sont en train aujourd'hui de permettre l'émergence de choses qui vont tout à fait au contraire de la démocratie. On voit aujourd'hui se développer, et ce n'est pas un hasard, des replis nationaux, des formations populistes, et l'exemple le plus flagrant est de voir aujourd'hui ce qui se passe en Grèce, grâce aux politiques d'austérité qui ont été mises en place. Et bien aujourd'hui, des néo-nazis peuvent se promener dans les rues en tabassant des immigrés, parce que, soi-disant, ils n'auraient pas le permis de vendre les petits produits sur les échoppes. Voilà, merci.